Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 11 janvier de l'an de grâce 2024. C'est le jour du MAG, un peu plus d'une demi-heure d'informations sportives. À la une, nous parlerons de la Côte d'Ivoire, notamment avec le maître Mo Akwaba, la Côte d'Ivoire qui ouvre ce samedi la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. À Brazzaville, la communauté ivoirienne, déjà en mode Cannes, se mobilise pour vivre cet événement footballistique de premier plan, bien loin de leur base. Nous en parlerons. Nous parlerons également de la 9e journée du championnat national d'élite Ligue 1 qui continue son petit bonhomme de chemin avec notamment Diable Noir qui continue sa dégringolade. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine de notre émission. Participation directe, Antonio Vercus Dunyama et Gelati Ondien Ndokayo. J'y parviens, effectivement. Alors, les gars, bon après-midi chez vous. Merci Alain Pasteur. Le MAG, c'est parti avec notamment cette actualité. Le ministre de la Communication, Thierry Lézamungala, a reçu en audience cette semaine le président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mayolas. Les deux personnalités ont évoqué la possibilité pour l'État d'accompagner la FECOFOOT à mieux vulgariser le prochain championnat national. Reportage. La Fédération congolaise de football sollicite auprès de Thierry Mungala l'accompagnement des médias en vue de parvenir à la professionnalisation du football congolais. Nous sommes sur un grand projet de professionnalisation de notre championnat et nous ne pouvons pas aller au professionnel sans les médias. Et donc nous avons voulu discuter de la question avec le ministre qui était très restrictif à ce propos. Aujourd'hui, on ne peut pas aller au professionnalisme tant qu'on n'a pas les médias. Donc pour nous, c'est la rediffusion, la retransmission des matchs et que nous sollicitons du média, du gouvernement. Au terme de cet entretien, les deux personnalités ont convenu de mettre en place un comité qui travaillera sur le dossier. Voilà, on quitte les arcanes du ministère de la Communication pour aller sur le terrain. Et sur le terrain, c'est retrouver le championnat national d'élite Ligue 1 qui poursuit son petit bonhomme de chemin. Après 9 journées, AC Léopard de Dolisie caracole toujours en tête de ce championnat. Et puis l'équipe de AS Auto, championne sortante donc, de la dernière édition, a été coiffée au pilori par AC Léopard, bon, plutôt par Cheminot de Pointe-Noire, et puis Diable Noir qui a succombé devant Natalis, suivant ce reportage signé Réal Tenu Luboko. Après son revers face à V-Club Mokanda lors de la précédente journée, l'AS Auto s'est de nouveau incliné à domicile devant l'AS Cheminot. Les Pontonnegrins, mieux affûtés, sont les premiers à prendre l'avantage avant la réaction d'orgueil des Q-Victoires signée Sadok Ndobe. Il fallait juste parler pour Ndobe. Sadok remet la défense à égalité. Mais la joie des hommes de Julien Mette ne sera que de courte durée puisqu'un concours permet à Cheminot de plier le match de la première période, 2-1 score final. Suite à ce résultat, l'AS Auto caille à la 3e place, à 7 points du leader l'AS Léopard, vainqueur de Vegas sur le score de 2-0. À l'image de l'AS Auto, Diable Noir est également dans le dur. Les Noirs et Jaunes ont également débuté l'année 2024 par une défaite à l'extérieur face au FC Natalis. L'unique but du match a été l'œuvre de Nzaba en seconde période. Diable Noir reste sur une victoire lors des 4 derniers matchs. Ce bilan décrit à suffisance la crise de performance que traverse le club qui occupe désormais la 12e place au classement avec 3 matchs de moins. Voilà, c'était donc le championnat national d'élite Ligue 1 avec mes deux compères, notamment Antonio Vercus Dunyama et Gelati Ondien Ndokayo. Nous repartons du côté du ministère de la Communication. Guy Blaise Mayolas y est allé justement pour acquérir de l'État la possibilité d'accompagner la Fédération congolaise de football dans la vulgarisation de ce championnat national. Il faut dire que la communication joue un rôle important aujourd'hui dans
ce monde moderne en ce qui concerne l'éclat des activités sportives. Déjà sur la démarche, on peut déjà féliciter Jean-Guy Blaise Mayoulas. Exactement, Alain Pasteur, il faut dire que quand vous voulez que votre football soit professionnel, justement, le professionnalisme, il y a beaucoup d'exigences, parmi lesquelles il y a les médias, je fais allusion à la communication. Il faudrait bien que votre championnat soit vulgarisé, et votre championnat soit vu de partout. Voilà pourquoi tout l'intérêt du président de la fédération, Jean-Guy Blaise Mayoulas, est allé voir le ministre de la communication pour discuter cette question, afin que le championnat national soit retransmis sur les antennes de Télécongo. Télécongo et Radio Congo. Radio Congo, exactement. Alors, quel pourrait être, Gélatie Ondze, l'impact de cet accompagnement du ministère de la Communication à la Fédération congolaise de football? Mais vous savez, quand vous voulez changer de cap pour aller au professionnalisme, il faut déjà avoir des moyens pour diffuser, parce que la diffusion permet aussi aux sponsors d'arriver et de vendre leurs produits aussi, parce que vous savez, le championnat ne peut pas seulement vivre avec les frais des entrées simplement, soit de la fédération. Il doit y avoir des partenaires pour venir soutenir, accompagner ce championnat pour que le rendement soit aussi bien attrayant. Donc du coup, ça a été de bonne loi que le président de la Fédération congolaise de football aille auprès du ministre de la Communication pour lui vendre ce produit qui est le championnat. Et parce que, vous savez, le premier partenaire, c'est d'abord l'État qui accompagne en fait l'action des fédérations. Donc du coup, il fallait que l'œil du ministère de la Communication pour ventiler le championnat et vendre l'image aussi du football congolais, parce que ça va de pair, parce que quand le championnat est diffusé, du coup nos talents sont aussi vendus à l'extérieur. Donc nous aurons au moins des recruteurs qui auront l'œil sur nos joueurs, sur nos talents, et peut-être que demain ces joueurs-là peuvent avoir des clubs européens à leur trousse, pour que demain aussi le football congolais aussi ait des internationaux comme on a l'habitude de voir sous d'autres cieux, et ça sera de bonne loi pour la sélection nationale, parce que nous avons des difficultés avec les joueurs que nous convoquons 2 fois. Donc du coup, avec ce partenariat-là, je pense que ça va être une très bonne chose pour que le championnat fasse aussi ses preuves au niveau international. Pourquoi pas amener des partenaires dignes de ce nom pour le financement de notre championnat. Voilà, la communication reste la clé de voûte du développement d'un sport, entre autres, hein, parce qu'un sport qui se développe sans communication ne l'est pas réellement. Merci à Gélatie Ondze, merci également à Antonio Vercus Ndunyama. Nous allons parler cette fois-ci du terrain, avec notamment la 9e journée qui a commencé. Et cette 9e journée, nous l'avions dit, a livré des fortunes diverses. AS Auto qui a encore une fois mordu la poussière du côté de Pointe-Noire. En tout cas, face aux équipes de Pointe-Noire, AS Auto n'arrive pas à relever la tête. Il a enregistré sa 2e défaite successive face aux équipes de Pointe-Noire, notamment le Vieux Club Mokanda et AS Cheminot. En tout cas, AS Auto a des problèmes, a de sérieux problèmes. Il y a un problème de manque de confiance dans cette formation. C'est vrai que AS Auto occupe la 3e place à l'issue justement de cette 9e journée, mais il faut dire que c'est le champion quand même en titre. Il doit jouer quand même pleinement son rôle, montrer aux yeux de tout le monde que AS Auto mérite justement le leader du championnat au fil des saisons. Alors, nous allons nous pencher cette fois-ci avec Gélatie Ondze du côté du Diable Noir. Diable Noir qui est également très mauvaise posture. Diable Noir qui ne cesse de succomber. Cette équipe n'a pas réellement pris l'aura nécessaire du côté des coupes africaines interclubs. Diable Noir est en train de se rechercher. Est-ce que ça s'explique?
Bon, Diable Noir, mort de la poussière, pour moi, c'est beaucoup plus, vous savez, quand vous avez des échéances grandioses comme la Coupe de la Confédération, il faut savoir gérer l'effectif. Et du coup, à la veille de cette compétition, Diable Noir a libéré plusieurs joueurs. Et c'est en tout cas pour moi la cause principale que cette équipe... Diable Noir n'a pas un effectif pour susceptible de cumuler les deux compétitions. Vous savez, quand on a vu jouer Diable Noir face à cette équipe de la Zombie Moussa, on a compris que Diable Noir avait des capacités d'aller loin dans cette compétition. Mais au retour, on n'a pas compris comment est-ce que Diable Noir a pu laisser partir certains cadres de l'effectif. Et du coup, ça se paye cash lors de cette Coupe de la Confédération. On voit Diable Noir en 4 matchs. On ne parle pas forcément de la Coupe de la Confédération. Donc c'est pour dire que nous parlons du championnat. Revenons au championnat pour dire a de la peine aujourd'hui, Diable Noir paie les pots cassés. C'est parce qu'ils n'ont pas su gérer l'effectif. Et aujourd'hui, Diable Noir a commis la maladresse, en tout cas, de reporter les matchs de championnat à la veille des Coupes africaines. Ça, c'est toujours un danger. De revenir pour jouer les matchs remis, ça a toujours été compliqué. Et on le voit aujourd'hui, Diable Noir venait de perdre avec le match contre Kara, match remis de la 4e journée, 2-0. C'est pour dire que Diable Noir avait commis la maladresse. Il fallait jouer ces matchs-là avant la compétition africaine pour ne pas se mettre en difficulté aujourd'hui. C'est-à-dire avec l'accumulation des matchs. L'accumulation des matchs et aussi la confiance qu'acquièrent d'autres clubs. Cela fait en sorte que Diable Noir continue à mordre la poussière et à battre vraiment de l'aile. Voilà, Diable Noir qui bat de l'aile. Nous souhaitons que du côté de Badian Seke, les tout prochains jours pourraient faire de telle sorte que Diable Noir revienne à son meilleur niveau. Alors, pour découvrir l'ensemble des résultats, nous faisons appel au service de Delphin Longoli qui va nous faire un condensé des résultats, les résultats de cette 9e journée du championnat national d'élite Ligue 1. Les militaires d'Interclub sont désormais solides dauphins de l'AC Léopard suite à leur victoire face à Benji grâce à Jafé Monkou qui a marqué l'unique but de la partie. De son côté, le FC Konjo a dominé de bout en bout la Juc sur le score de 3-1 avec un Piron Moukassa en grande forme, auteur d'un triplé. En battant la JST sur la marque de 2-0. Dans l'autre rencontre de cette journée, Kara a enregistré sa 2e victoire de la saison grâce à Raima Bissila et David Akinzi. Frappe complètement manqué de la part de Ondongo Rishi. Attention, Bissila Raima. Frappe, c'est le but. Bissila Raima. Sur une reprise, on vient d'ouvrir la marque sur Vincent Maleba et d'inscrire son premier but de la saison. Bissila Raima marque à la 20e minute pour en faveur des Aiglons. L'Étoile du Congo a battu le club Mokanda sur le score de 2-1. Au classement, l'Étoile du Congo et l'AS Cheminot complètent le top 5 dominé par l'AC Léopard, l'Interclub et l'AS Autour. L'AS Benji et l'AS Vegas sont relégables. Voilà, merci à Delphin Longoli. Gelati Ondie revenait un peu sur l'équipe de Kara qui avait quasiment la tête sous l'écume, mais aujourd'hui, Kara est en train de flotter et de rouler comme sur des roulettes. Kara qui a battu justement en match remis de la 4e journée Diable Noir sur le score de 2-0. Ça mérite quand même mention. Oui, Kara a retrouvé les aigles. L'aigle a retrouvé les ailes plutôt. Donc, et Kara aligne 2 victoires de suite. On a vu déjà face à GST, et ce n'est pas une petite équipe. Aujourd'hui, battre Diable Noir, l'un des leaders sur le plan national, c'est déjà engranger de la confiance pour Kara qui renaît de ses cendres. Vous savez, comme vous l'avez dit, Kara a commencé en tout cas timidement le championnat et chaotiquement. Et aujourd'hui,
Kara relève la tête. C'est une très bonne chose. On sent que ce championnat, avec la cagnotte, peut-être que elle est venue pour booster les équipes parce que la cagnotte, pour moi, fait office de galvanisation au niveau de ce championnat national parce qu'on avait connu seulement Kara et Diable Noir auto-marcher sur l'eau, sur d'autres équipes, mais aujourd'hui, ces deux équipes-là mordent la poussière. C'est pour dire que les autres ont retrouvé confiance grâce aussi à cette cagnotte de 80 millions qui excite les équipes aujourd'hui. On a vu les équipes de Pointe-Noire. Donc pour Kara, moi je vois que Kara qui retrouve le milieu du tableau, c'est un mythique club et c'est de bon augure déjà pour la suite de la compétition. De bon augure, Antonio, vous partagez l'avis? Exactement, nous avons vu une très bonne équipe de Kara hier face à Diable Noir. En tout cas, du début de la rencontre jusqu'à la fin, en tout cas, le Kara a dominé son sujet. En tout cas, il faut saluer cette équipe de Kara qui est en train de monter au fil des journées. Kara rejoint donc AC Cheminot avec le même nombre de points, donc ils sont 5e. En tout cas, coup du chapeau donc au Kara, donc pour dire que le championnat est beaucoup relevé. Comme a dit Gélatio Ondé, c'est la cagnotte qui pousse justement à toutes ces équipes-là de chercher à justement partager cette cagnotte qu'on saura justement qui va la remporter, sinon la gagner à la fin de la saison. Et puis, il faut saluer également les efforts d'Interclub qui jusqu'à aujourd'hui continuent à se maintenir au niveau des 5 premiers. Donc Interclub est 2e, pour dire coup de chapeau également à Inter. Pour moi en tout cas c'est un championnat très relevé. Voilà, très relevé, nous espérons bien que ça puisse durer. Et en ce qui concerne la 10e journée qui commence déjà demain vendredi donc, nous aurons Interclub Étoile du Congo. Là aussi c'est un derby brazzavillois. AS Vegas jouera contre la jeunesse sportive de Talangaï. Samedi, FC Konzo recevra Club Mukanda de Pointe-Noire, tandis que l'AS BNG sera face au leader AC Léopard. Dimanche, Diable Noir sera face à Otto. Là aussi, c'est un véritable duel au couteau. Et puis, de l'autre côté, il y aura FC Natalis qui sera face à la JUC. Et puis, Cheminot qui affrontera Kara. Ce sera donc la 10e journée. Nous tournons la page du championnat national de football pour parler cette fois-ci de la CAN. La CAN notamment en ce qui concerne la communauté ivoirienne vivant ici à Brazzaville, avec notamment une marche de sensibilisation qui a été organisée à quelques heures du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2024. Cette communauté, disais-je, la communauté ivoirienne, a organisé une marche sportive dite la marche de sensibilisation pour fixer le public sportif du nombre d'activités que cette communauté a prévu d'organiser ici à Brazzaville. Témoin de l'événement, Stalgar Bomoï. Le premier point à retenir pour cette marche, c'était d'abord montrer aux yeux de tous les Africains qu'il y a un événement qui se prépare en Côte d'Ivoire qu'on appelle la Coupe d'Afrique. Même si le Congo n'est pas qualifié, c'est notre pays d'accueil, on ne peut pas rester, n'est pas fait de... Avec un itinéraire estimé à plus de 8 km de distance, cette marche sportive, dite la marche de sensibilisation, organisée par la communauté ivoirienne au Congo, est partie du terrain Saint-Denis-en-Pila pour l'esplanade du stade Alphonse Massamba Debam. L'objectif, fixer les amoureux du ballon rond d'une série d'activités socio-culturelles prévues dans les différents villages, dits les villages de la CAN. Pour sensibiliser nos frères, pour dire que non, ici à Brazzaville, la communauté ivoirienne résidant à Brazzaville ont organisé une kermesse qu'ils vont organiser au niveau du stade Massamba Debam. Nous aurons au programme la gastronomie, nous aurons la projection des 52 matchs sur écran géant, nous aurons les animations, les shows digués, nous aurons les tombolas, des jeux et concours pronostics. Vraiment, nous avons assez d'éléments qui vont étoffer cet événement. Nous avons des stands restaurateurs qui sont disponibles. L'événement se déroulera au stade Alphonse Massamba Deba pour Brazzaville et à l'esplanade du stade municipal
pour Pointe-Noire. Quelques-uns sont allés même au pronostic de cette compétition très attendue. Aujourd'hui, le Congo n'a pas été qualifié. C'est là qui me fait d'abord très mal, qui est mon deuxième pays, disons le pays de ma mère. Au soir du 11, nous verrons la plus belle CAN, le trophée soulevé par le pays qui aura mérité. Et je souhaite que le mérite revienne à la Côte d'Ivoire. Le coup d'envoi de la 34e édition de la CAN est prévu ce samedi à Abidjan, entre le pays hôte, la Côte d'Ivoire, et la Guinée-Bissau. Voilà, merci à Stalgar Bomoui pour ce reportage. Il reste que la Coupe d'Afrique des Nations sera ouverte, ou disons, le coup d'envoi sera donné le samedi prochain, notamment au stade au stade Alassane Ouattara, dans la banlieue d'Abidjan. Et la Côte d'Ivoire, qui va ouvrir le bal de sa CAN, affrontera l'équipe de la Guinée-Bissau. Ça veut dire que si le Congo était qualifié, ce serait le Congo qui devait jouer contre la Côte d'Ivoire. Alors ça, c'est un triste souvenir. Non, alors sauf que le Congo a été éliminé par la Gambie et non la Guinée-Bissau. Ah oui, c'est bien cela. Mais... Bon, alors, nous allons poursuivre cette émission en faisant juste un tour du côté de Gam City, à Gomboma, où se joue la Coupe de la ville de Gomboma. Et c'est le maire de cette localité, Félicien Ernest Onza, qui a patronné la cérémonie d'ouverture. Antonio Vercus Dunyama, à quelle étape se trouve aujourd'hui la compétition? Est-ce que c'est ça les demi-finales déjà? En tout cas, ils sont déjà à l'étape des demi-finales, puisque les qualifiés sont déjà connus. Il y a ATP, il y a TP, il y a TP Mystère, bien sûr, ASGAM, et puis Étoile du Congo, que j'ai passé de bons moments avec cette équipe lorsque nous avons passé une bonne période à Gomboma. Vous avez été latéral ou Non, un milieu de terrain. Voilà, comme on de balle, on dit le pivot. Très bien. Donc le pivot de l'équipe de l'Étoile du Congo de Gomboma. Alors nous reviendrons sur cette actualité avec de plus en plus d'informations, notamment. Voilà. Merci bien. La suite de notre émission avec notamment le handball. Le handball, c'est la dernière ligne droite de notre équipe nationale qui devra en principe passer par la Turquie avant de rallier le Caire. Et Mélanie Georginyanga était plutôt au gymnase Nicole Loba pour assister à la dernière séance d'entraînement des Diables Rouges, suivant son reportage. Depuis le 3 décembre 2023, pour le 26e championnat d'Afrique des Nations de handball Égypte 2024, qui va se disputer du 17 au 27 janvier prochain au Caire, les Diables Rouges seniors hommes ont peaufiné leur dernier réglage au gymnase Nicole Loba sous l'expertise du sélectionneur Younes Tadbi. Normalement, les 2 semaines, là, on a attaqué un petit peu tout ce qui est secteur défensif et offensif. On a essayé de mettre les joueurs en marche, que ce soit physiquement et techniquement et tactiquement. Certes, on est un petit peu l'équipe nationale qui est un petit peu en retard par rapport à tout le monde, parce que tout le monde est en chantier. Mais on essaie de récupérer tout ce retard-là en dosant un petit peu des entraînements, en planifiant des entraînements pour arriver le plus rapide possible le jour J avec une équipe compétitive. L'intégration des jeunes juniors locaux pour renforcer le groupe et l'arrivée des internationaux ont permis aux sélectionneurs de bâtir un groupe capable de sortir tête haute en phase de groupe. On est dans une nouvelle ère, ça veut dire que c'est une liste qui est élargie avec au moins 8 ou 9 juniors. On est là pour préparer l'avenir, mais en même temps qu'ils prennent beaucoup d'expérience des anciens, et comme ça on essaie de trouver une homogénéité avec les anciens et les nouveaux, et surtout les jeunes, pour laisser au moins une pépinière qui va jouer au moins pour 10-15 ans pour les prochaines années à venir. Oui, il y a des joueurs de la diaspora, mais on n'a pas beaucoup, et on a des joueuses de la diaspora, il y a des joueurs qui jouent au Maroc, il y a un joueur qui joue au Pays de Golfe. On essaye, mais il reste toujours des joueurs de championnat national qui sont sortis d'ici et ils ont performé pour aller à l'étranger. Ce qui est important, c'est qu'on ramène tout le monde sur le même projet de jeu, tout le monde qui adhère dans la même vision de l'équipe pour avancer et être compétitif le jour J. En effet, une bonne préparation nécessite des évaluations, d'où l'importance de la mise au vert en Turquie. Normalement, nous, on est invités sur un tournoi qui est de nations il y
une nation qui est le Maroc et 2 équipes qui jouent la Coupe d'Europe. Et ça commence le 11 en Turquie, normalement le 11, le 12, le 13. J'espère qu'on sera là d'ici là-bas, qu'on pourra avoir cet avantage et s'entraîner et faire des matchs amicaux dignes de ce nom. Parce que même si tu t'entraînes avec un volume d'entraînement qui est très très élevé, mais si tu ne fais pas de matchs amicaux, tu n'auras pas on peut dire, mi-évaluation sur tes joueurs présélectionnés. Avec le statut de outsider du groupe B face au Cameroun, devant la Guinée et contre l'Égypte, pays hôte, le Congo aura aussi les arguments à faire valoir. Au moins, moi, ce que je veux dans tout ça, parce qu'on doit savoir que le Congo, ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas joué la CAN. Ça veut dire qu'on est outsider, on est le dernier du chapeau. Ce qui est important, c'est qu'on va avoir une équipe compétitive pour se battre. C'est vrai que l'Égypte c'est hors norme, parce qu'on ne peut pas se comparer à l'Égypte. Mais le Cameroun et la Guinée, c'est entre nous, c'est-à-dire on se connaît, c'est les mêmes valeurs. Donc du coup, ça va se jouer entre la Guinée, le Cameroun et nous. Et ce que l'entraîneur présente comme fond de jeu, si on peut exécuter tout ça là, je pense qu'on aura de bons résultats entre les 2 équipes. Très engagés à défendre les couleurs nationales en Égypte, les Diables Rouges de la diaspora se sont exprimés de la sorte. Je vais honorer le pays. C'est une fierté pour moi de jouer pour le pays de mes parents, mon pays à moi aussi, le pays de mes ancêtres, le Congo. Donc je vais tout faire pour tout donner et ramener la coupe à la maison. Oui, grâce au coach et grâce aux coéquipiers, on est prêts. On travaille tous les jours, comme vous voyez à l'entraînement. On se donne à fond. Là, on va attaquer le tournoi en Turquie d'ici peu de jours pour être prêt et arriver en condition le premier jour. Par rapport à la préparation et tout ce qui va avec, moi je pense que c'est se qualifier en 2e tour. Qualifier au 2e tour et essayer de prendre une bonne place. S'améliorer par rapport au rang d'avant. Parce que ça fait peut-être 4 ans que le Congo n'a pas pu participer à une CAN. Donc pour nous, on s'est dit qu'on vient pour se relancer et dans peu de temps essayer de faire le bon résultat. Sauf changement de dernière minute, les Diables Rouges seniors hommes ont quitté Brazzaville le mercredi 9 janvier dernier pour la Turquie en attendant de rallier l'Égypte pour la phase finale de la 26e édition du championnat d'Afrique des nations de handball. Voilà, c'était donc le reportage de Mélanie Georges Nyanga. Les Diables Rouges, malgré une préparation assez scabreuse, sont dans un état d'esprit, nous dirons, assez commode pour une équipe qui va en compétition. En tout cas, ça respire vraiment sérénité. Et aux dernières nouvelles, on nous a parlé d'un passage par la Turquie. Et c'est pour quelques matchs tests, mais en tout cas, il ne nous reste plus qu'une semaine. Sinon 6 jours à peine pour la compétition. Est-ce que ce petit détour vers la Turquie aura lieu? Alors, Gelati Ondje, vous aviez également assisté à quelques séances de Diable Rouge, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut dire? Non, j'ai été... ce qui est bien, c'est qu'on retrouve le handball masculin. C'est une très bonne chose. Après plus de 4 ans, en tout cas d'hibernation, on retrouve. Et cela fait suite aux résultats de l'équipe BMC lors des 44e championnats d'Afrique des clubs champions ici à Brazzaville. On a vu l'équipe masculine BMC terminer sur le podium à la 3e place. Et c'était un déclic. Et aujourd'hui, on voit la sélection nationale être engagée à la Coupe d'Afrique. Pour moi, c'est une très bonne chose. Hormis les joueurs de Brazzaville, il y a eu quelques renforts de la diaspora. Et on a vu Tati Costode et bien d'autres qui sont revenus pour essayer de prêter main forte à cette sélection. Ce qui est bien pour moi, c'est que c'est Younes Tadbi qui est maintenant à la manœuvre. C'est-à-dire que Younes Tadbi, la sélection a jugé bon, la fédération a jugé bon que Younes Tadbi prenne les rênes de cette équipe. Les rênes des seniors dames et des seniors hommes. Bon, il sera accompagné des entraîneurs congolais. Il y a Tikaya qui est là pour le seconder. C'est une très bonne chose. Et la préparation, malgré qu'on n'a pas eu des véritables sparring partenaires ici au pays,
Mais on fait avec les moyens de bord. Les jeunes quand même éprouvent quand même l'envie de jouer, nous en sommes sûrs. Et Antonio Vercus-Juniama, est-ce que vous avez parlé des championnats d'Afrique disputés ici à Brazzaville? Est-ce que c'est un bon baromètre pour juger aujourd'hui de la force de frappe réelle de notre handball? Exactement, Alain Pasteur, c'est l'ossature qui a disputé ce championnat, c'est cette équipe qui va se déplacer du côté de l'Égypte pour pouvoir justement disputer cette compétition avec les renforts que nous venons de recevoir, les Congolais de la diaspora. En tout cas, ça ne peut que nous réjouir. Je pense que c'est la mayonnaise est là. En tout cas, les jeunes, en les voyant, ils sont vraiment très déterminés et aller défendre les couleurs du pays. C'est vrai que dans le groupe dans lequel le Congo se trouve, il y a l'Égypte, la Guinée, le Cameroun. Et c'est vrai, l'Égypte est super favori puisque l'Égypte compte 8 titres dans sa judiciaire. Donc l'Égypte organise pour chercher une 9e étoile, mais le Congo va chercher à disputer la 2e place entre les deux pays que j'ai cités, la Guinée et le Cameroun. Voilà, il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts et on attend. Autre volet de l'actualité, c'est le Kempo. 26 clubs de Pointe-Noire et du Kwilu ont pris part le week-end dernier au championnat interdépartemental organisé par la Ligue de Kempo. Cette compétition qui prépare le championnat national s'est déroulée du côté de l'esplanade du complexe sportif de Pointe-Noire. Et Jeune Goma de Télé Pointe-Noire pour les notes de reportage. Combattre dans le respect des règles de l'art et celui de l'adversaire, telle a été l'ambition dégagée par les 26 clubs en lice et pris de briguer le championnat interdépartemental du Kempo de Pointe-Noire et du Kwilu. À l'issue des combats et pour avoir convenablement exécuté les styles kata, semi-kempo, full kempo, soumission et note down, c'est le club d'Okinawa qui a occupé la première place du podium, la deuxième pour Elite Kempo et la troisième pour Don Todo. Concernant la préparation du championnat national, s'ils vont valablement représenter le département, je l'affirme à 100%. Ils ont été à la hauteur de l'attente de la Ligue interdépartementale de Kempo, Pointe-Noire-Kwilu. Lorsqu'on prépare des athlètes pour une compétition de ce niveau, souvent on s'attend au comportement d'indiscipline, mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est vraiment à féliciter. J'espère qu'une fois à Brazzaville, mes poulains seront à mesure de remporter toutes les parties de la compétition nationale. Remerciant les participants, le président de la Ligue a éclairé ces derniers sur l'objectif affiché, surtout l'équilibre entre les générations. Le Kempo est un art martial et les arts martiaux, dans la racine, sont censés entraîner l'équilibre entre les deux générations dans sa partie disciplinaire et éducative. Nous sommes une culture, nous apportons une partie d'éducation dans la société. C'est pourquoi notre slogan dit que la jeunesse pour soutenir la vieillesse. Clôturant l'événement, le directeur départemental des sports de Pointe-Noire a salué les efforts consentis par ce Kempo interdépartemental et a souhaité la pérennisation des activités en se conformant aux axes prioritaires édictés par le ministère des Sports, a-t-il conclu. Autre volet de l'actualité, l'Association congolaise des archers a mis en place la commission départementale de Brazzaville le mardi 9 janvier dernier au gymnase Étienne Manga. Ce bureau exécutif sera conduit par Marie-Joseph Kandapay. La commission de Brazzaville est la 5e après celle de Pointe-Noire, du Kwilu, du Niari et du Poul. Un reportage, Gelati Onzendo Kayou. L'Association congolaise des archers débute l'année 2024 avec la mise en place du bureau exécutif de sa 5e commission départementale. C'est un bureau de 10 membres avec à sa tête Marie-Joseph Kandapay qui aura la mission de promouvoir le tir à l'arc à Brazzaville. C'est déjà une discipline qui n'est pas connue dans notre pays. Il va falloir qu'on fasse un travail de vulgarisation, même dans les écoles, et faire de sorte que cette discipline soit connue par les uns et les autres, et nous arranger à rapprocher nos dirigeants, parce que c'est une discipline qui n'est pas comme les autres. Ce n'est pas le football, ce n'est pas le handball, ce n'est pas autre chose où on trouve facilement le matériel. Ça coûte cher. Chacun de nous, en prenant l'expérience des autres, dans la participation de chacun de nous, c'est-à-dire que tous les membres du bureau doivent mettre les mains à la pâte sur le plan financier,
Nous avons pris contact avec nos collègues de Kinshasa déjà. Et avec eux, on s'est entretenu et on a même signé un protocole d'accord. Il sera accompagné de premier vice-président, Engame Thibault. Deuxième vice-président, Ndela Khalif Abraham. Troisième vice-président, Oba Yannick. Secrétaire général, Soso Aimé. Secrétaire général adjoint, Ondono Kouka Fernand Junior. Trésorier général, Kandapa Ide Onganian Véronique. Trésorier général adjoint, Bemba Florence. Membre, Nzelou Patrice. Deuxième membre, Ondono Kouka Pascal. Troisième membre, Troubé Nongema Gaël. Affilié à la Fédération congolaise de judo et disciplines associées, l'Association congolaise des archers compte à ce jour 15 clubs dans 9 départements et 5 commissions départementales, à savoir Pointe-Noire, Kouilou, Poul, Niari et celle de Brazzaville, en moins de 3 ans d'existence. A noter que l'Association congolaise des archers, en sigle ACOA, que dirige Romain Fernand Dono, fait partie depuis le 7 janvier 2023 des membres de la Fédération internationale de tir à l'arc. À l'international, c'est le 7 janvier dernier que l'ancien champion du monde et capitaine de la sélection d'Allemagne, Franz Beckenbauer, a tiré sa révérence Delphin Longoli, décrit le parcours élogieux de celui qui a révolutionné le poste de libéro. Suivant. Né le 11 septembre 1945 à Munich, Franz Beckenbauer fut un footballeur puis entraîneur allemand. Il a tiré sa révérence à l'âge de 78 ans. Grand nom de l'histoire du football au poste de libéro, il a fait ses débuts en équipe première du Bayern le 6 juin 1964 face au FC Saint-Pauli, promu en Bundesliga dès la fin de sa première saison en Ligue régionale. Plus tard, il a été élu au poste de milieu de terrain et remporte dès sa première saison à ce poste la finale de la Coupe d'Allemagne. Becken confirme son ascension au plus haut niveau international en remportant le championnat d'Europe et la Coupe du Monde. Plus tard, il mène également son club au triplé en Coupe des clubs champions européens de 1974 à 1976. Il a été élu 2 fois Ballon d'Or en 1972 et 1976. Le Bavarois est devenu ensuite sélectionneur de l'Allemagne et remporte la Coupe du Monde en 1990. Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du football, Franz Beckenbauer faisait partie de l'équipe mondiale du XXe siècle. Voilà, merci à Delphin Longoli. Une autre disparition qui nous concerne directement, c'est celle de l'ancien chef de service des sports de Télé Congo, Salomon Pangou, décédé le dimanche dernier à travers des témoignages poignants. Ses anciens collègues du service des sports de Télé Congo ont tour à tour délié leur langue pour évoquer la mémoire de ce grand professionnel qui vient de nous quitter. Suivant. Avec Ghislain Joseph Gabiot, nous l'avons reçu comme d'autres collègues, les Toto, les Ngami, les Nyama, etc., etc. Nous l'avons reçu à Téléba Congo. C'était la nouvelle génération qui est arrivée pour donner un coup de pouce au niveau du service de sport de Télé Congo. Il avait même ses références. Et puis c'est quelqu'un qui aimait retrouver ses archives pour faire une analyse quand il s'agissait même de la CAN ou bien de la Coupe du Monde. C'est quelqu'un qui était outillé. Disons, on a passé de très bons moments. D'abord agent simple quand il est arrivé, après il est passé chef de service, jusqu'à ce que nous sommes partis de la télé, jusqu'à ce qu'il est resté, il est parti également. Voilà l'homme. Quel type de chef était-il à vos yeux? Avec Salomon, nous avons travaillé dans la main. Ça, c'est très important parce que en matière de journalisme, quand il n'y a pas de complicité, ben, le résultat il est difficile. Les gens qui vous suivent le sentent de par le rendu au quotidien. Or, tout le temps que nous sommes restés avec Salomon Pangou, l'audimat qui nous revenait faisait de ce sport le meilleur de service. De tout le temps que nous avons travaillé avec Salomon Pangou, et même avant nous, on avait certainement un peu peur
de descendre plus bas que les anciens. Mais il a su maintenir cette flamme. Et nous avons, en tout cas, placé la télévision congolaise à un niveau où beaucoup de Congolais nous suivaient, beaucoup même qui étaient à l'étranger, qui, par certains canaux, arrivaient à nous suivre. Donc, c'est un chef, pour moi, de haute facture, comme nous avons connu, qui savait couvrir parfois les défauts de ses collègues. Parce qu'il arrivait que certains reporters ne puissent pas rentrer tout de suite avec leurs éléments. Mais ils trouvaient des solutions. Avec vous, Lwingami, avec modestement nous autres, on trouvait toujours des solutions de rechange pour que notre émission de lundi, notre émission de jeudi, notre émission de dimanche, ou les 3 éditions de la semaine soient toujours fournies de très bons... C'était un monsieur affable. Il nous a bien accueillis au service des sports de Télécongo. Non seulement il était un monsieur très courtois, qui a su gagner notre confiance, mais aussi il a fait preuve de beaucoup de professionnalisme. Parce que lorsque nous sommes arrivés, je me rappelle, il nous a appris comment nous tenir devant le micro, parce que nous qui sortions de la presse écrite, on n'avait pas ces réflexes-là. Donc, il a fallu le suivre et il nous a prodigué des conseils, en tout cas, en toute humilité. Il nous a fait confiance et nous lui avons fait confiance. Et pour prouver son professionnalisme, c'est quelqu'un qui n'aimait pas improviser. Et ça, c'est très important parce que ces journaux, il les écrivait du premier mot jusqu'au dernier. Il n'improvisait pas du tout. Et c'est ce que je retiens également du défunt Lucien Parfait, Léonard Nzungu, et même des Baïbaïs, qui avait une écriture de calligraphe et qui savait rédiger ses journaux. Et ça, c'est un point très important. Nous sommes partis de Bakongo pour le Centre national de radio et de télévision en Combo. Nous avons continué à travailler dans cette ambiance très confraternelle. Salomon, pour moi, c'était un chef d'exception. Quand j'arrive à la télé, je ne veux pas dire que j'étais déjà mûr. Je suis passé par le nouveau stade où j'ai été reçu par Lwingami, qui était directeur, Nisté Niama Ibouli, directeur de publication, et puis Serge Fulbert Kiminama Kombo, rédacteur en chef. Donc j'avais quand même déjà les ABC de la profession. Mais quand j'arrive à la télévision, je découvre un autre monde. Et à travers Salomon Pangou, qui privilégiait le travail bien fait. Et ça, je peux le dire avec beaucoup d'insistance. Ce n'était pas le blablabla. Quand un papier n'était pas bien écrit, il était tout de suite froissé. Hein, et on dit, allez-y voir soit Steph Bakandila pour écrire le papier, soit Lwingami, soit Nisté Nema Ibuni. Voilà ceux qui m'ont formé. Et pour Salomon Pangou, pour moi, en tout cas, c'était un professionnel. Le chef Salomon, moi je suis arrivé à la télévision, je suis venu trouver comme chef de service au service des sports. Puis il y avait tout le monde, il y avait les Stadgard, les Ibaïbaïs, le Steph, les Lwingami, les Nyama Ibouli, les Yama, père son âme aussi, le Serge Kiminat, ce monde-là, père son âme également. C'est quelqu'un de conciliant. Salomon était vraiment un rassembleur parce que... Et puis un chef qui n'est pas la culture seulement, c'est-à-dire que de gagner seul. Je vais vous raconter une anecdote. Nous sommes allés chez le président Ba pour la signature de Franchel Libara. Franchel Libara, à la fin, le président Ba, dans ses habitudes bien sûr, nous avait laissé une enveloppe que je suis obligé d'évaluer le montant ici. On était avec Didier Samba comme caméraman à l'époque, si ma mémoire est fraîche bien sûr. Salomon, à la fin, il m'a dit, Okemba, divise l'argent là à part égale. Après, je me suis dit, oh, mais grand, mais quand même, vous êtes chef de... Il dit, non, non, non. Moi, c'est pas ça. Chacun doit avoir le même montant parce que tous, nous avons couru le même risque. Vous voyez, donc c'est déjà bien. Alors que ce type de personnes, on trouve au Congo, vraiment, c'est très, très rare. Parce que les gens tendent toujours à plus gagner que leurs collaborateurs, bien sûr. Voilà, c'était donc la série d'évocations sur Salomon Pangou, une icône, une légende de la presse sportive nationale, s'en est allé. En tout cas, comme on dit, le génie n'a qu'un siècle de règne, après il se désagrège. Paix à l'âme de Salomon Pangou, qui est la terre de nos ancêtres,
accueille vraiment en paix Salomon Pangou, qui a été vraiment iconique, qui a été un grand professionnel. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous refermons cette émission. Prochain rendez-vous avec le sport, ce sera dimanche dans Stade des Sports. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours branchés sur Télé Congo.